L'élite reptilienne n'est autre que les Néphilim, et elle utilise l'intelligence artificielle pour récolter notre énergie spirituelle. Je crois à la théorie de la Terre creuse. Je suis persuadé que de nombreuses races extraterrestres, celles dont on parle beaucoup aujourd'hui et d'autres encore tenues secrètes, sont présentes sur Terre depuis très longtemps et qu'elles se sont réfugiées sous terre. C'est précisément pour cette raison que des gens affirment avoir vu des êtres étranges, y compris des reptiliens, dans les systèmes de grottes disséminés partout dans le monde. J'ai regardé une émission sur Gaïa où un officier des forces spéciales, travaillant dans le laboratoire souterrain de Dulce au Nouveau-Mexique, témoignait de ces missions. Il racontait avoir été envoyé à plusieurs reprises dans les réseaux souterrains et dans des cités extraterrestres cachées sous la surface. Juste sous nos pieds, se trouverait donc un monde immense, organisé et habité, dont nous n'avons qu'une idée très limitée. Ces explications donnaient une cohérence à tant de récits dispersés, mais elles étaient aussi troublantes, car elles soulignent à quel point nous avons été maintenus dans l'ignorance. Pourquoi, d'après toi, autant de personnes disparaissent-elles dans les forêts nationales qui possèdent des montagnes et des systèmes de grottes? Ce n'est peut-être pas un hasard. Les témoignages évoquent des enlèvements, des disparitions inexpliquées et parfois même des bruits étranges entendus dans les profondeurs. Lorsqu'on écoute ce soldat et d'autres comme lui, on comprend que leurs émotions et leurs traumatismes sont bien réels. Ce qu'ils ont vécu dépasse l'imagination, et il est difficile de croire que de tels récits soient seulement inventés pour l'audience d'une émission. Pendant que certains se contentent de débattre et de plaisanter, douter simplement parce qu'ils n'ont jamais rien vu de leurs propres yeux, d'autres portent le poids de véritables expériences qui les ont marqués à vie. Ce contraste est choquant. Nous vivons peut-être au bord d'une vérité immense qui nous échappe encore. C'est pour cette raison que je pense que chacun devrait chercher la vérité par lui-même, continuer à creuser, rester vigilant et informé. Car si ces mondes existent réellement sous nos pieds, alors notre compréhension de l'univers et de notre propre planète n'en est qu'à ses débuts. L'idée des humanoïdes reptiliens n'est pas née avec David Icke. Bien avant qu'il commence à publier dans les années 90, des témoignages et des récits faisaient déjà état de rencontres avec des êtres reptiliens. Icke n'a fait que reprendre ce qui circulait déjà depuis des décennies, en y ajoutant d'autres croyances et théories empruntées ici et là, dans le but de construire un système cohérent à son profit. Pour ma part, je crois réellement à leur existence, et cette conviction ne vient pas d'un livre ou d'une conférence, mais de mes propres expériences. À mes yeux, ils ne sont qu'un autre type d'extraterrestre parmi la multitude de civilisations qui parcourent l'univers. Si l'on accepte l'idée que le cosmos abrite une infinité de formes de vie, il devient logique de penser que certains êtres ne ressemblent pas à ce que nous imaginons habituellement, mais possèdent une apparence reptilienne et une intelligence qui leur permet de voyager, de communiquer et même d'interagir avec nous dans l'ombre. Il existe des récits de personnes affirmant avoir aperçu des silhouettes élancées recouvertes d'écailles, aux yeux jaunes perçants, capables de se mouvoir avec une rapidité étonnante. D'autres parlent d'une présence ressentie plutôt que vue, comme si ces créatures pouvaient traverser notre réalité sans se montrer pleinement. Ces témoignages dispersés renforcent l'idée qu'il ne s'agit pas d'un simple mythe, mais d'un phénomène récurrent, vécu par des individus éloignés les uns des autres, à différentes époques et sur différents continents. Ces êtres, qu'on les considère comme extraterrestres ou comme des habitants anciens de la Terre, pourraient très bien appartenir à une lignée qui a suivi une évolution parallèle à la nôtre, avec des buts et des intentions qui nous échappent. Leur motivation reste mystérieuse, mais il est clair qu'ils font partie de cette grande diversité de vie que recèle l'univers. Il m'est arrivé de devoir affronter un métamorphe, et même si je doute qu'il s'agissait d'un humanoïde reptilien, il restait une créature capable de changer d'apparence. Lui-même reconnaissait que d'autres enfants pouvaient le voir comme un reptile, mais il m'expliquait que j'étais sous une forme de contrôle mental, lié à lui sur un plan spirituel et peut-être même physique. Il n'a jamais apporté de preuve définitive de ce lien, mais un jour, il a choisi de se révéler et de se transformer devant mes yeux. Ce moment reste gravé en moi comme un choc insoutenable. Son corps se déforma et il prit l'apparence d'un clown monstrueux, avec des yeux jaunes qui brillaient dans l'ombre et une bouche qui s'étirait de façon inhumaine,
comme s'ils cherchaient à me montrer ce qu'ils savaient de mon avenir. La terreur fut telle que je perdis connaissance sur le coup, incapable de soutenir cette vision qui dépassait ce que mon esprit pouvait supporter. Plus tard, une sorcière me rappela un souvenir que j'avais enfoui. Elle affirmait qu'elle pouvait sentir dans mon esprit une rencontre passée avec un être écailleux à la peau jaune, une présence malsaine et prédatrice. Ces paroles réveillèrent en moi des images confuses mais lourdes de sens, comme si ce contact n'avait jamais disparu et qu'il continuait à peser sur moi dans l'invisible. Avec le temps, je compris que ces êtres ne se contentaient pas de se montrer, ils s'insinuaient dans les esprits, se nourrissaient des peurs et des émotions les plus profondes et tissaient des liens invisibles avec leurs victimes. Leur pouvoir était de refléter les failles intérieures, apparaissant à chacun sous une forme différente. Pour certains, ils prenaient l'apparence d'un reptile, pour d'autres celle d'un démon ou d'un monstre issu des cauchemars les plus sombres. Cette expérience me hante encore, car elle m'a appris que certaines entités ne vivent pas seulement dans l'imaginaire ou les mythes. Elles se cachent dans les interstices de notre réalité, prêtes à se manifester quand elles trouvent une brèche dans notre esprit. Et une fois qu'elles y pénètrent, il devient presque impossible de les oublier. Quand on pense à la longue période durant laquelle les dinosaures ont dominé la Terre, il n'est pas insensé d'imaginer qu'une forme de vie reptilienne intelligente, humanoïde, ait pu évoluer et développer à plusieurs reprises une culture hautement technologique. L'univers démontre sans cesse que la vie n'est pas une exception, elle est une règle. Pourtant, les hommes ont tendance à dire qu'ils ne croient pas en telle ou telle possibilité, comme si leur propre perception de la réalité définissait ce qui peut exister. En réalité, leur croyance importe peu. L'univers est si vaste que tout ce que l'imagination humaine peut concevoir existe quelque part, sous une forme ou une autre. On nous enseigne que l'univers n'a que 13 milliards d'années, mais cette estimation repose sur une compréhension linéaire du temps. Or, le temps n'est pas une ligne qui commence et qui finit, c'est une dimension plus fluide, une trame dans laquelle les choses existent en dehors des limites imposées par la pensée humaine. Si l'on considère que l'éternité dépasse le temps mesuré, alors l'univers peut être perçu comme infiniment ancien. Dans cette immensité, nous ne sommes que des enfants curieux, qui commencent à peine à jeter un regard par-dessus la clôture pour apercevoir ce qui existe au-delà de leur petit monde. L'humanité, malgré son orgueil, reste dans un état primitif. Elle creuse encore la terre comme une bande d'enfants qui découvrent à peine leurs jouets, tout en se persuadant qu'elle est à l'apogée du progrès. Pourtant, à côté d'elle, il pourrait exister des civilisations anciennes qui se sont élevées bien avant nous, des cultures reptiliennes qui parcourent l'univers depuis des millions d'années et qui observent peut-être notre développement. Ces êtres, s'ils existent, n'ont probablement pas attendu que nous levions les yeux vers les étoiles. Ils ont peut-être déjà exploré des régions que nous ne pouvons même pas concevoir, accumulant des connaissances et une maîtrise des forces de la nature qui nous paraissent encore comme de la magie. Alors oui, il est presque certain que ces reptiliens existent, qu'ils sont là depuis bien plus longtemps que nous pouvons l'imaginer, et que leur histoire se déroule parallèlement à la nôtre, hors de notre portée immédiate. Je lisais les tablettes d'Émeraude de Thoth, qui sont vraiment très intéressantes, et je suis tombé sur ce passage qui, inutile de le dire, m'a un peu effrayé. Il y a bien longtemps, avant que l'Atlantide n'existe, des hommes s'adonnaient aux ténèbres, utilisant la magie noire et invoquant des êtres venus des profondeurs sous nos pieds. Ils sont venus dans ce cycle. Sans forme, d'une autre vibration, ils existaient invisibles pour les enfants des hommes. Seul le sang pouvait leur donner une forme. Seuls les hommes pouvaient leur permettre de vivre dans le monde. Dans les âges passés, ils furent vaincus par les maîtres et repoussés dans les lieux d'où ils venaient. Mais certains restèrent, dissimulés dans des espaces et des plans inconnus des hommes. Ils vivaient en Atlantide comme des ombres, mais parfois ils apparaissaient parmi les hommes. Oui, lorsque le sang était offert, ils venaient pour demeurer parmi les hommes. Sous forme humaine, ils étaient parmi nous, mais seulement à nos yeux car en réalité ils n'étaient pas hommes. Quand le voile se levait, leur tête de serpent apparaissait, mais aux yeux des hommes, ils semblaient être des hommes comme les autres. Ils s'insinuaient dans les conseils, prenant des formes semblables à celles des hommes. Par leurs arts, ils tuaient les chefs des royaumes, prenaient leur apparence et régnaient sur les hommes.
Seule la magie pouvait les révéler. Seul le son pouvait dévoiler leur visage. Depuis leur royaume d'ombre, ils cherchaient à détruire l'homme et à régner à sa place. Mais sachez que les maîtres étaient puissants en magie, capables de lever le voile du visage du serpent et de le renvoyer à son lieu d'origine. Ils vinrent vers les hommes et leur enseignèrent le secret, le mot qu'un homme seul pouvait prononcer. Rapidement, ils soulevèrent le voile du serpent et le chassèrent du milieu des hommes. Pourtant, prends garde, le serpent vit encore dans un lieu parfois ouvert sur le monde. Invisible, il marche parmi nous dans les endroits où certains rites ont été accomplis. De nouveau, avec le passage du temps, ils prendront l'apparence des hommes. Alors je me suis dit, quoi? Un mot? Métaux ne mentionne pas ce mot dans la tablette, donc qu'est-ce que c'est? J'ai commencé à chercher sur Google et j'ai découvert que ce mot était apparemment Kininigan. Apparemment, si tu arrives à coincer un reptilien et que tu lui demandes de le prononcer, il en est incapable, et si toi tu le dis devant lui, il se révèle. Assez incroyable comme idée. L'idée d'être l'humanoïde reptilien doté de pouvoirs psychiques ou d'une forme de magie remonte à des siècles, et sans doute même à des millénaires. Dans les traditions hindoues, on retrouve les Nagas, des créatures mi-hommes mi-serpents capables de vivre à la fois dans le monde terrestre et dans des royaumes invisibles. Chez les Mayas, Quetzalcoatl est représenté comme le serpent à plumes, porteur de sagesse et de pouvoirs surnaturels. Dans les récits des Indiens Hopis, on parle des Chétis, des êtres mystérieux qui auraient guidé ou influencé certaines tribus. Quant à la mythologie japonaise, elle évoque les Kappas, des créatures aquatiques reptiliennes qui interagissaient avec les hommes, parfois en leur enseignant des choses, parfois en les trompant. Si l'on observe plus largement les mythes entourant les dragons dans différentes civilisations, on s'aperçoit qu'ils sont presque toujours décrits comme des humanoïdes reptiliens capables de voler et de cracher le feu, symbolisant à la fois la peur et la fascination des hommes pour ces êtres venus d'ailleurs. Le mot dragon lui-même est relié à Draco, la constellation associée à ces créatures. Même dans les légendes européennes, les dragons étaient souvent considérés comme plus que de simples bêtes, ils possédaient intelligence, ruse et parfois des dons surnaturels. À partir de cette base mythologique, on retrouve des liens surprenants avec d'autres légendes. Prenons par exemple la figure de Dracula et les récits originels des vampires. Ces derniers étaient décrits comme des humanoïdes capables de se métamorphoser, de voler, de se cacher parmi les hommes tout en se nourrissant non pas uniquement du sang mais aussi de l'énergie vitale des humains. Les théories modernes de conspiration reprennent en réalité ce même canevas. Elles décrivent des êtres métamorphes venus d'ailleurs, dissimulés au sein de nos sociétés, qui se nourriraient de notre énergie et influenceraient secrètement l'évolution de l'humanité. Selon ces récits, certains d'entre eux occuperaient même des positions de pouvoir, ce qui expliquerait pourquoi ils parviennent à rester invisibles pour la majorité tout en orientant l'histoire dans l'ombre. Ma mère jure sur tout ce en quoi elle croit qu'elle a vu un homme se transformer en reptilien l'espace d'un instant, puis reprendre son apparence humaine. Nous connaissions tous les deux cet homme, et il était vraiment étrange. Il était souvent enlevé, des ovnis apparaissaient près de sa maison chaque nuit. Ses voisins étaient terrorisés par lui. Il souffrait de personnalités multiples et de stress post-traumatique. C'était un musicien extraordinairement doué, tu as forcément entendu sa musique. Mais sa mère est morte en refusant toujours de dire qui était son père, à part qu'il était pilote. Et du côté maternel, il avait un parent impliqué à Roswell. Il y avait trop d'éléments étranges pour qu'il n'y ait pas quelque chose de particulier. Mais s'il était réellement un hybride reptilien, voire un reptilien à part entière, il n'était pas pour autant immunisé contre le cancer. L'agent orange a fini par l'emporter au début des années 2010. À cause de tout cela et du secret démentiel autour de l'affaire, ma mère s'est laissée aspirer dans le mouvement Q. Elle avait tellement besoin que quelqu'un la croie qu'elle a fini par rejoindre une sorte de secte. La même chose est arrivée à une amie très proche, sauf qu'elle est devenue chrétienne évangélique et refuse désormais de parler de ces choses démoniaques ou de fréquenter qui que ce soit lié à ce sujet. Parfois, j'ai l'impression d'être la dernière personne sensée sur Terre. Mais tout ce que je fais, c'est remettre ma propre réalité en question.
Parfois je me demande si tout cela n'était pas juste une immense illusion, mais il y avait tellement de preuves anecdotiques à mes yeux. J'ai arrêté d'en parler pendant des années. Je suis fatigué d'avoir à me justifier. Fatigué d'être traité de fou et harcelé. Fatigué de la douleur que provoque le rejet. Je veux juste qu'il y ait enfin divulgation, pour pouvoir ramasser les morceaux de ma vie. J'ai l'esprit ouvert. La plus vaste grotte du monde, la Hang Son Doong, qui se trouve à la frontière entre le Laos et le Vietnam, a été le théâtre de nombreux récits troublants. Des habitants et des explorateurs ont affirmé y avoir aperçu des créatures humanoïdes présentant des caractéristiques proches du dragon ou du lézard. Ces descriptions parlent d'êtres se tenant debout, à la peau écailleuse et aux yeux brillants, se mouvant dans les profondeurs comme s'ils connaissaient chaque recoin de cette immensité souterraine. Un détail rend ces récits encore plus intrigants. En 1992, un villageois local aurait réussi à prendre une photographie d'une de ces créatures. L'image est restée rare et peu diffusée, mais elle alimente les discussions depuis des années. Ceux qui l'ont vue disent qu'elle montre une silhouette indistincte mais bien humanoïde, avec des traits reptiliens impossibles à confondre avec un simple animal. Il n'est pas surprenant que des êtres de ce genre soient liés à un lieu comme la Hang Son Doong. Cette grotte est si vaste qu'elle pourrait abriter son propre monde, avec une jungle intérieure, des rivières souterraines et des écosystèmes isolés depuis des millénaires. Dans un tel environnement, il est concevable que des formes de vie anciennes aient survécu, évolué et échappé aux yeux des hommes. Les rares qui s'y aventurent témoignent souvent d'une atmosphère étrange, comme si quelqu'un ou quelque chose les observait dans le silence des ténèbres. Certains racontent avoir entendu des sons inhabituels, des sifflements ou des grondements résonnant dans les galeries. D'autres évoquent la sensation d'une présence qui disparaît aussitôt qu'on tente de la surprendre. Ces éléments, combinés à l'existence de cette photographie, donnent du poids à l'idée que ces créatures pourraient bien exister et qu'elles se cachent dans les zones les plus inaccessibles de notre planète. Je n'ai jamais vraiment cru aux histoires étranges qu'on lit sur Internet. Les reptiliens, les créatures cachées parmi nous, tout ça me semblait relever du délire conspirationniste. Jusqu'au soir où j'en ai rencontré un. C'était un rendez-vous arrangé par une amie. Elle m'avait dit que ce type était charmant, un peu mystérieux mais surtout, incroyablement beau. Et en effet, quand je l'ai vu entrer dans le bar, j'ai presque eu le souffle coupé. Il était parfait, trop parfait. Sa peau semblait sans défaut, ses yeux d'un vert hypnotique brillaient comme sous une lumière invisible, et son sourire paraissait exactement calibré pour séduire. Je me suis dit que je devrais être méfiante, qu'aucun homme réel ne pouvait paraître aussi impeccable. Et pourtant, je n'ai pas pu m'empêcher de le trouver attirant. Il a commencé à me parler, et sa voix m'a enveloppé comme une caresse. Douce, grave, rassurante. Les minutes sont devenues des heures, les vers se sont enchaînés, et peu à peu je me suis laissé aller. Je riais à ces histoires, je me sentais comme prise dans une bulle. Mais au fond de moi, un petit signal d'alarme persistait, quelque chose n'allait pas. Comme si derrière ce masque de perfection, il y avait autre chose. Et puis, sans vraiment réfléchir, je l'ai invité chez moi. Dans ma chambre, la lumière était presque totalement éteinte. Seul un mince filet provenant du lampadaire de la rue découpait son visage au-dessus de moi. Ses traits étaient sublimes, trop beaux pour être vrais. Sa peau, sous mes mains, était froide malgré la chaleur du moment. Il me regardait intensément, presque comme s'il attendait quelque chose que je ne comprenais pas encore. Puis, tout a basculé. Au moment précis où nos corps se sont tendus, où le plaisir a atteint son sommet, j'ai vu ses traits se déformer. Son visage s'est fissuré, comme si une illusion se brisait sous mes yeux. Ses pupilles se sont allongées, verticales, inhumaines. Sa peau a pris une teinte verdâtre. Pendant quelques secondes à peine, l'homme parfait s'était transformé en une créature reptilienne. Je suis resté paralysé, incapable de bouger, mais je l'ai senti. Ce n'était pas seulement mon corps qu'il cherchait. Il aspirait quelque chose de plus profond. Mon énergie, ma force vitale. Ses yeux étaient avides, affamés, comme s'ils pouvaient me dévorer sans jamais avoir besoin de dents.
Un frisson glacé m'a traversé et, dans un sursaut de terreur, j'ai crié. Je l'ai repoussé avec tout ce qui me restait de force. Il a vacillé, puis ses traits sont redevenus humains. Mais moi, je savais ce que j'avais vu. Je lui ai ordonné de partir. Et sans un mot, il s'est levé, a remis sa chemise avec une lenteur presque calculée, et a franchi ma porte. Depuis cette nuit, je ne dors plus vraiment. Je repense à ses yeux, à cette impression d'avoir frôlé quelque chose d'ancien, de caché, de dangereux. Et parfois, dans la rue, il m'arrive de croiser un regard qui ressemble trop au sien, et je me demande combien ils sont, vraiment, à vivre parmi nous. Il y a de nombreuses années, une histoire a circulé en Arizona, relayée même aux informations locales, avec l'enregistrement d'un appel au 911 à l'appui. L'affaire se serait déroulée dans la région de l'Upper Salt River. Un homme se rendait là-bas en voiture, pour une raison qui reste obscure, quand il fit une découverte terrifiante. Selon son témoignage, il tomba sur des corps humains éparpillés au sol, certains décapités, leurs têtes posées à proximité. Paniqué, il appela immédiatement le 911 et décrivit en détail ce qu'il voyait, la voix tremblante et totalement affolée. Dans son appel, il suppliait l'opérateur d'envoyer des agents sur place au plus vite. On ignore s'il parlait avec la police tribale ou une autre autorité, mais tout l'échange fut enregistré. Cet enregistrement fut diffusé lors d'un reportage télévisé, ce qui donna une crédibilité inquiétante à l'histoire. D'après le récit, l'homme n'aurait pas seulement vu les cadavres. Il affirmait également avoir aperçu des créatures reptiliennes rôdant encore dans la zone, comme si elles venaient d'être interrompues dans leurs actes. Le contraste entre sa terreur palpable et la précision de sa description marqua les esprits de ceux qui entendirent ce témoignage à l'époque. Depuis, plus rien. Ni reprise dans les journaux, ni enquête publique connue, ni nouvel écho à cette affaire. Pourtant, deux éléments devraient logiquement exister quelque part. D'abord, le reportage diffusé en Arizona à la télévision, et ensuite l'enregistrement original de l'appel au 911. Ces traces n'ont cependant jamais refait surface, comme si l'affaire avait été étouffée ou effacée de la mémoire collective. On situe l'histoire quelque part entre le milieu des années 80 et le début des années 90. Elle reste aujourd'hui une énigme, que certains passionnés espèrent encore éclaircir. Peut-être que des chercheurs curieux, en fouillant les archives ou en retrouvant des extraits de presse, parviendront à remettre la main sur ce document sonore. L'appel lui-même, s'il pouvait être écouté à nouveau, permettrait de juger si la panique de l'homme était sincère et si les détails donnés concordent avec d'autres témoignages de rencontres avec des reptiliens. Je peux dire honnêtement, et tristement, que j'ai vu des reptiliens et que je sais qu'ils sont réels. C'est une longue histoire, mais ils ne sont pas gentils du tout, ils sont très mauvais. J'ai réussi à m'éloigner de leur influence, mais ils m'auraient détruite si je n'avais pas laissé beaucoup de choses derrière moi. Je pourrais raconter cette histoire. Je suis autiste, donc je dis ce que je vois. Peu de gens y croiront, mais mon cœur brisé et toutes mes pertes ne me laisseront jamais l'oublier. Il essayait de faire cette transformation de forme, c'était terrible. Il n'était qu'à moitié matérialisé, je l'ai vu et j'ai ri. J'ai dit à voix haute, c'est le pire déguisement que j'ai jamais vu. Il m'a montré ses dents, pas vraiment en souriant je pense, puis il s'est estompé. Ses dents l'ont trahi, à part ça, il avait une grosse tête comme un alien gris, mais couleur chair, il était en train de changer de forme. Ses yeux étaient jaunes, comme ceux d'un lézard, ses grands yeux rapetissaient. Il était dans la maison de ma mère, dans le petit couloir qui mettait mal à l'aise tous ceux qui venaient. Je crois vraiment qu'il y avait un portail là-bas. Ma fille les voyait plus souvent que moi. Une fois, dans la chambre que nous partagions, elle m'a dit qu'il y avait deux êtres grands, minces, d'un vert brunâtre, ressemblant à des lézards, leurs yeux brillaient. Moi, je ne les voyais pas. Une autre fois, un ami était là et il a vu la grande créature d'ombre, je l'ai vue aussi. Cette pièce avait un plafond de 3 mètres et la créature le touchait. Une autre fois, juste avant que je ne vende la maison, ma sœur et moi discutions. J'ai vu qu'elle était soudain écrasée au sol, chaise pliante comprise.
Elle m'a dit qu'elle avait vu une immense créature fantomatique grisâtre et blanche, très musclée, sa main énorme l'écrasait et l'empêchait de respirer. Je ne l'ai pas vue cette fois-là, mais j'ai regardé, impuissante, tandis que quelque chose d'invisible la plaquait contre le sol devant moi. Ma sœur voulait garder la maison de notre mère, mais après ça, elle a dit non, hors de question. Cette maison était vraiment étrange. Nous y avons vécu 25 ans, et ma mère y est morte. Ma mère leur parlait en réalité. Sachez bien que ma mère et ma sœur ne croyaient pas en eux, jusqu'au moment où elles ont été confrontées. Elles ont arrêté de se moquer de moi. Ma sœur est terrifiée et essaie d'oublier, mais elle a été blessée par ça. Je pense que tout commence avec l'histoire de la Bible. Le serpent qui pousse Adam et Ève à manger le fruit interdit. Il cède, et ce geste entraîne ce qui est présenté comme la chute du monde, alors qu'en réalité il n'avait absolument pas besoin de ce fruit. Cette scène fondatrice a nourri l'imaginaire pendant des siècles. L'idée que le diable se serait transformé en reptilien pour séduire et tromper l'humanité a ouvert la voie à une tradition où l'on associe ces créatures aux forces démoniaques. Ce symbole a traversé les générations et s'est mêlé à d'autres récits, renforçant le mythe des reptiliens comme des êtres sournois cherchant à dominer la Terre. Personnellement, je ne crois pas à ces histoires. Je pense surtout que, dans des époques où il était impossible de vérifier ou de prouver quoi que ce soit scientifiquement, les interprétations se sont accumulées. Des récits transmis oralement se sont transformés, amplifiés, jusqu'à créer une vision tordue des reptiles. On leur a collé une réputation de créatures rapides, rusées et dangereuses. Finalement, c'est comme si on leur avait fait porter le poids de la faute originelle, en oubliant que dans le récit, c'était peut-être juste une histoire de faim ou de désir. Le serpent est devenu un bouc émissaire universel. À force, les gens ont fini par y voir une preuve de la perfidie et de la tentation. Mais si l'on prend du recul, on peut aussi se dire que ce n'était qu'une fable destinée à expliquer des choix humains et à imposer des règles de conduite. La Bible, au fil des siècles, a perdu une grande partie de son sens réel à travers les traductions, les réécritures et les interprétations. Beaucoup la prennent encore au pied de la lettre, sans se rendre compte de toutes les déformations accumulées. Et pour être honnête, il m'arrive de voir un reptilien, mais uniquement quand je me regarde dans le miroir en plein trip sous champignons. Dans ces moments-là, c'est une très mauvaise idée de fixer mon reflet, parce que mon esprit transforme mon visage, déforme mes traits, et ce que je vois ressemble justement à ce que tant de gens décrivent dans leur vision de reptilien. Cela me rappelle que nos perceptions sont fragiles et que ce que nous voyons ou croyons peut parfois être le fruit de notre propre conscience altérée plutôt qu'une vérité extérieure. Tu veux savoir quelle est ma théorie? Elle implique la religion, mais ce n'est qu'une théorie. Une théorie intéressante, si la religion ne te déclenche pas automatiquement une réaction négative. La Bible parle du fait que les anges déchus ont eu des enfants avec des humains, et qu'on les appelait les Néphilim. Ces Néphilim étaient avancés et bénis par la connaissance divine héritée de leur lignée. Ils constituaient ces civilisations avancées qui ont disparu et dont parlent les scientifiques. À un certain moment, peut-être lors du déluge, ils ont décidé de quitter cette planète et d'aller explorer d'autres royaumes. Ce sont donc des humains privilégiés par la divinité, enfants des anges déchus. Quoi qu'il en soit, à un certain moment, ils sont revenus et seraient ceux que nous appelons aujourd'hui l'élite. Ils descendraient encore de cette lignée divine et auraient conservé tout ce savoir divin. Ils voyageraient dans des ovnis grâce à une technologie que nous ne pouvons même pas imaginer. Peut-être qu'ils ont une nature reptilienne? Peut-être que leur divinité leur permet de changer de forme? Peut-être que différents anges déchus ont transmis différents pouvoirs aux Néphilim. D'où le fait que nous voyons différentes catégories d'aliens. En réalité, ce seraient juste les enfants de différents anges déchus. Petite parenthèse. La mythologie grecque, les monstres, le Seigneur des Anneaux, tout cela aurait peut-être réellement existé dans une certaine mesure grâce à ces êtres surnaturels. Avec le temps, les différentes cultures et le poids des récits, cela s'est transformé en mythe et en histoire de dieux. Les dieux égyptiens, les dieux mayas, les dieux de certaines tribus africaines et bien d'autres encore.
Beaucoup de ces civilisations ne se sont jamais rencontrées, et pourtant leurs dieux se ressemblent beaucoup. Est-ce que ces dieux auraient pu être les anges déchus ou les Néphilim? Et toutes ces autres histoires, qui sont devenues des religions, si on part du principe que la Bible est la vérité pour cette théorie, puisqu'elle se fonde sur les textes bibliques, auraient été données aux humains dans le but de les séparer, de les diviser et de les tromper, afin qu'ils ne découvrent pas la vérité. La vérité étant, dans ce cas, Jésus. Et peut-être te demandes-tu, quel serait l'intérêt de nous cacher Dieu? Encore une fois, en supposant que la Bible soit vraie dans le cadre de cette théorie, pourquoi ne le ferait-il pas? C'est leur rôle, éloigner les gens du royaume de Dieu. Je sais que tout le monde n'est pas religieux. Et je ne suis pas là pour prêcher non plus. Je ne suis pas non plus là pour créer des problèmes. Je fais juste partager une de mes théories pour le plaisir, afin de voir si quelqu'un a quelque chose d'intéressant à ajouter, une question, ou même un argument pour la réfuter ou la contrer. On pense forcément au manifeste de Kyle Odom et à ce qu'il y a écrit sur les reptiliens. Selon lui, ces êtres révélaient leur présence à travers un signe particulier, ils reniflaient sans cesse. Ce geste, anodin pour n'importe quel humain, devenait pour lui un rituel de domination. C'était leur façon subtile de signaler qu'ils contrôlaient la situation et qu'ils surveillaient chaque mouvement. Imagine un instant la scène. Tu es dans un lieu public, entouré de gens qui semblent ordinaires. Mais l'un d'eux, sans raison apparente, se met à renifler. Puis un autre, un peu plus loin, fait le même geste. Tu veux croire que c'est une coïncidence, que ce n'est qu'une habitude ou un tic. Pourtant, au bout d'un moment, tu réalises que ce reniflement se répète toujours dans ta direction, comme un signal silencieux destiné à toi seul. Peu à peu, cela cesse d'être banal. Cela devient un langage caché, une façon de marquer leur supériorité et de te rappeler que tu es observé. Kyle Odom racontait que ce simple geste, répété encore et encore dans des contextes différents, avait fini par le hanter. Au supermarché, dans la rue, même dans les lieux les plus anodins, il percevait ce reniflement comme un rappel constant de leur pouvoir. C'était, selon lui, la démonstration que les reptiliens savaient exactement qui il était et qu'ils pouvaient jouer avec ses nerfs, le pousser à douter de sa propre perception. Ce type de rituel, discret et incompris par la majorité, devient terrifiant pour celui qui en est la cible. Car si un geste aussi banal peut être transformé en un signe de domination psychologique, cela signifie que l'emprise de ces êtres ne passe pas seulement par la force ou la technologie, mais par des détails invisibles aux yeux du plus grand nombre. Depuis 10 ans, j'étudie la nature de notre réalité, qui ou quoi contrôle notre société depuis l'ombre et, plus important encore, ce qui se passe réellement lorsque le corps physique meurt et que l'âme le quitte. Allons-nous au paradis? Allons-nous en enfer? Cessons-nous simplement d'exister? Y a-t-il un Dieu qui prend soin de nous? Une fois que l'on commence à comprendre ce qui se passe réellement et à quel point le terrier du lapin est profond, on ne voit plus jamais le monde de la même façon. Alors accroche-toi, car ce n'est pas facile à avaler pour la plupart des gens. Le but de ce message n'est pas de vous effrayer, mais de présenter les conclusions auxquelles je suis arrivé concernant ce qui se passe réellement quand nos corps meurent, après avoir fait ce qui me semble être des recherches sans fin sous tous les angles possibles. J'ai examiné en profondeur les expériences de mort imminente, les expériences de sortie hors du corps, les projections astrales, les données issues de l'hypnose de régression dans les vies antérieures, les informations de vision à distance, le gnosticisme, les textes anciens et bien plus encore. Je ne peux pas dire que je sais avec une certitude absolue ce qui se passe quand nous mourrons, mais ce que je sais, c'est que toutes ces approches différentes conduisent aux mêmes conclusions. C'est pourquoi je crois que la Terre est une planète prison, une immense ferme utilisée par des entités parasites qui nous exploitent comme nourriture énergétique depuis très longtemps. Je vais partager beaucoup de preuves issues de différentes sources et perspectives pour montrer comment j'ai relié ces points et pourquoi je suis arrivé à ces conclusions. De nombreuses sources, totalement indépendantes les unes des autres, décrivent le même scénario. Ce que je vais expliquer ci-dessous est donc une synthèse et une conclusion de toutes ces sources, que vous trouverez à la fin du message. C'est une théorie fondée sur des preuves,
ce n'est donc pas une question de ce que moi je dis, mais de ce que montrent les éléments disponibles. Vous savez que toute personne ayant vécu une expérience de mort imminente raconte avoir vu un tunnel de lumière apparaître devant elle? Ou avoir rencontré des membres de sa famille déjà décédés? Dans certains cas rares, même avoir parlé à ce qu'ils pensaient être Dieu? Les preuves suggèrent que le tunnel de lumière qui apparaît à la mort est un piège conçu pour effacer la mémoire de notre dernière incarnation et recycler nos âmes dans un nouveau corps, nous maintenant ainsi dans une boucle infinie sur Terre. À cause de cela, la grande majorité des humains souffrent d'amnésie totale, sans souvenir de leur vie passée ni de l'entre-deux. Mais si vous cherchez, vous verrez qu'il existe un petit nombre de personnes dans le monde capables de se souvenir avec précision de qui elles étaient, de ce qu'elles faisaient et de l'endroit où elles vivaient dans une autre vie. Les reptiliens sont mentionnés dans les littératures de nombreuses cultures anciennes. Le jaïnisme et l'hindouisme parlent de Nagas, décrits comme des divinités mi-homme mi-serpent. Les Aztèques adoraient Quetzalcoatl, le dieu serpent. Les Indiens Hopis d'Amérique du Nord parlaient d'une race reptilienne appelée Chéti, ce qui se traduit par frère serpent. En Afrique, des chamans affirment détenir une connaissance ésotérique approfondie d'êtres reptiliens appelés Chitori, qui contrôlent la Terre. Les légendes chinoises, coréennes et japonaises mentionnent les Kappa, êtres reptiliens. Les gnostiques, eux, parlaient des archontes, des entités parasites qui utilisent les humains comme source d'énergie et empêchent leurs âmes de quitter le monde matériel après la mort. Les reptiliens sont à la fois physiques et astraux. Des preuves montrent qu'ils manipulent l'humanité depuis des milliers d'années et qu'ils sont responsables de la mise en place d'un piège pour les âmes autour de la planète, grâce à une technologie extrêmement avancée. Cette grille énergétique projette le fameux tunnel de lumière dans le champ de vision des âmes qui viennent de mourir, afin de les attirer. C'est le même tunnel que tant de personnes disent avoir vu lors d'expériences de mort imminente. L'âme croit que le tunnel la conduira au paradis ou vers un plan supérieur, mais en réalité, une fois entrée, sa mémoire est effacée et elle est réincarnée sur Terre. Le tunnel sert d'appât, comme un hameçon caché dans un appât de pêcheurs, nous sommes les poissons, et nous tombons dans le piège. La raison pour laquelle ils veulent nous maintenir ici, c'est qu'ils se nourrissent de nous énergétiquement. Lorsqu'une personne souffre, ces entités se nourrissent de ses émotions de basse fréquence, comme la peur, la douleur, la colère, le chagrin, la jalousie, l'anxiété, la convoitise. Rudolf Steiner expliquait déjà que les archontes se nourrissaient de nos peurs et de nos angoisses. La majorité des humains se réincarnent continuellement sur Terre depuis des milliers d'années, car nous tombons à chaque fois dans le même piège. Comme nos souvenirs sont effacés, beaucoup croient vivre leur première vie et avoir une mission spéciale donnée par Dieu. Mais sans mémoire, aucune mission n'est possible. Dans l'astral, tout est énergie. Les entités peuvent prendre la forme qu'elles veulent pour tromper les âmes. Elles se déguisent en dieux, anges, saints, maîtres ascensionnés, membres de la famille décédée, et diffusent une fausse sensation d'amour et de paix pour gagner la confiance et manipuler les âmes. Elles prétendent qu'il faut revenir sur Terre pour rembourser une dette karmique, apprendre encore, ou accomplir une mission, mais ce sont des mensonges qui exploitent notre libre arbitre contre nous. En vérité, la réincarnation forcée n'est pas un processus d'évolution spirituelle, mais une forme d'asservissement des âmes. La Terre n'est pas une école cosmique, mais une prison déguisée en école, destinée à nous vider de notre énergie et à nous piéger indéfiniment. Même les revues de vie que beaucoup rapportent lors de NDE ne seraient qu'un outil de manipulation, en nous faisant revivre nos erreurs, elles suscitent en nous culpabilité et remords, que les entités exploitent pour nous convaincre de revenir réparer nos fautes. Or, en tant qu'êtres humains, nous faisons tous des erreurs, donc ce piège émotionnel n'a pas de fin. Les croyants du New Age qui appellent leurs guides spirituels, anges gardiens, maîtres ascensionnés ou figures religieuses renforcent en réalité ce système de manipulation, sans s'en rendre compte. La vérité, c'est que nous n'avons besoin de personne d'autre. Nous sommes déjà des créateurs puissants, et nous n'avons pas à donner notre pouvoir à qui que ce soit. D'après ce que j'en comprends, l'idée des reptiliens a été popularisée dans les années 90 par David Icke dans l'un de ses ouvrages. À l'époque, il fut la cible de moqueries incessantes, notamment pour avoir affirmé que la famille royale britannique était composée de reptiliens métamorphes. Aujourd'hui,
il n'aborde plus ce point de manière frontale, mais si l'on suit l'évolution de ses travaux et de sa vision du monde, on remarque qu'il ne s'est jamais réellement contredit. Ce qu'il souligne avant tout, c'est que l'élite suit une voie spirituelle radicalement différente de la nôtre, une voie inaccessible pour la majorité des humains. Selon la perspective de chacun, ces êtres pourraient apparaître sous de nombreuses formes, leur apparence variant en fonction de la manière dont on les perçoit. Je ne pense pas qu'il soit exagéré d'imaginer qu'un groupe d'individus possède une avance spirituelle par rapport à nous, simplement parce qu'il détient des connaissances sur la 4e dimension dont nous sommes exclus. Leur apparence reptilienne pourrait ainsi n'être qu'une représentation symbolique de ce qu'ils sont intérieurement, une image révélant leur nature profonde plutôt qu'une preuve qu'ils seraient littéralement des créatures aux écailles et aux crocs. Si l'on considère les choses de cette manière, le reptilien n'est pas forcément un lézard déguisé en humain, mais plutôt une métaphore. Cela illustre la froideur, la prédation et la distance émotionnelle de ceux qui évoluent sur une fréquence spirituelle distincte. Leur pouvoir résiderait non pas seulement dans la politique ou dans l'argent, mais dans leur capacité à manipuler des réalités auxquelles nous n'avons pas accès. Cette idée expliquerait pourquoi tant de personnes décrivent des expériences différentes lorsqu'elles affirment les avoir vues. Certains parlent de reptiles, d'autres de démons, d'autres encore de simples silhouettes humaines au regard perçant. Chacun interprète selon sa propre conscience, son propre filtre intérieur. Quand j'étais enfant, vers 4 ou 5 ans, je me trouvais dans un supermarché avec ma mère. Nous étions dans le rayon du pain et des produits laitiers. Elle me portait sur sa hanche et tout paraissait normal jusqu'au moment où, soudainement, l'air s'est figé autour de nous. Le silence est tombé, et tout s'est arrêté comme si le temps lui-même s'était suspendu. Les gens, les bruits des chariots, les sons de la caisse, tout avait disparu. Par-dessus l'épaule de ma mère, j'ai vu une femme. C'était la seule personne qui bougeait encore, en train de tendre le bras pour attraper quelque chose sur une étagère réfrigérée en hauteur. Elle se retourna au moment exact où mes yeux croisèrent son visage. Ce que j'ai vu alors m'a glacé le sang. Sa tête changea sous mes yeux, son visage se transforma et devint celui d'un lézard, avec des traits rappelant un iguane ou un cinq. Sa peau était d'un vert gris sombre, rugueuse et étrangère. À côté d'elle se tenait une autre femme qui éclata d'un rire hystérique, un rire dirigé vers moi, comme si elle savait que j'avais vu ce que je n'aurais pas dû voir. Elles étaient les deux seules personnes qui continuaient à se mouvoir alors que tout le reste du monde était figé. La scène dura une vingtaine de secondes, peut-être 30, mais chaque instant s'étirait comme une éternité. J'ai serré ma mère de toutes mes forces, collant mon visage contre elle, refusant de revoir cette créature. Et puis, d'un coup, tout reprit vie. Les bruits revinrent, les gens se remirent à marcher, les caddies à rouler, comme si rien ne s'était passé. Je n'ai jamais oublié ce moment. Je n'en ai parlé à ma mère que bien des années plus tard, quand j'étais déjà dans la cinquantaine. Elle n'avait aucun souvenir de quoi que ce soit d'anormal. Pour elle, ce jour-là n'avait rien eu de particulier. Mais pour moi, il resta comme une cicatrice invisible. Ce n'était pas ma première expérience étrange. Même avant cet épisode, j'avais déjà ressenti ce don étrange de savoir des choses avant qu'elles ne se produisent, comme si des éclats d'un futur possible m'étaient accessibles. Au fil de ma vie, d'autres phénomènes semblables se sont produits, trop nombreux pour que je puisse tous les énumérer. Je n'ai jamais cherché à me faire remarquer avec cela. J'ai eu une vie que beaucoup qualifieraient de normale. J'ai été professeur associé pendant 9 ans, j'ai travaillé pour le gouvernement fédéral pendant 26 ans, j'ai toujours rempli mes obligations. Mais derrière cette façade ordinaire, il y a eu ces rencontres, ces visions, ces instants où le réel se fissurait pour laisser apparaître autre chose. J'en parle rarement, car je sais que la plupart de mes proches, comme la société en général, ne sont pas prêts à entendre ce genre d'histoire. Pourtant, pouvoir enfin le dire à voix haute, même aujourd'hui, me donne un sentiment de soulagement, comme si je libérais un poids que j'avais porté en silence pendant des décennies. Les reptiliens sont en réalité les Anunnaki. Ils sont venus sur Terre il y a très longtemps et ont modifié l'ADN des humains afin de les transformer en une espèce esclave.
Cette altération a eu pour conséquence de limiter l'humanité à l'usage de ses chakras inférieurs, ce qui a poussé les hommes et les femmes à vivre principalement à travers l'ego, les désirs sexuels et les pulsions les plus animales. En agissant ainsi, les Anunnaki ont veillé à ce que les humains ne puissent pas accéder à leurs chakras supérieurs ni comprendre ce qui existe au-delà du monde matériel, dans les dimensions spirituelles. Encore aujourd'hui, cette transformation est toujours présente, et la plupart des êtres humains ignorent totalement ce qui se trouve au-delà du plan physique. Beaucoup passent leur vie enfermés dans l'illusion de leur ego et ne parviennent jamais à éveiller leur glande pinéale, connue comme le troisième œil, qui permettrait de percevoir des réalités plus vastes et de briser les chaînes invisibles qui les retiennent prisonniers. Certains récits racontent que dans les âges anciens, il existait des sages qui avaient résisté à cette manipulation et qui parvenaient malgré tout à éveiller leur conscience. Ces êtres pouvaient voyager entre les mondes, comprendre la nature véritable de l'âme et transmettre des fragments de vérité aux générations futures. Mais ces savoirs furent en grande partie étouffés, dissimulés ou déformés par les structures de pouvoir qui servaient les desseins des Anunnaki. Aujourd'hui, il reste de rares individus qui, à travers la méditation, la quête intérieure et l'ouverture spirituelle, cherchent à rétablir ce lien perdu. Ils affirment que l'humanité porte toujours en elle une étincelle intacte, une mémoire profonde enfouie dans son ADN, qui ne demande qu'à être réactivée pour libérer l'homme et la femme de leurs conditions d'esclaves et leur permettre de retrouver leur véritable nature. J'en ai déjà vu un lors de ce que j'appellerais une vision hypnagogique. Ce n'était pas pendant mon sommeil mais plutôt dans un état de détente, alors que j'étais assis sur le sol de mon salon en caressant mon lapin. Je suis entré dans cet état de relâchement où l'on n'est ni endormi ni pleinement éveillé, un peu comme en pilotage automatique lorsqu'on effectue un geste répétitif qui ne demande pas de réflexion. J'ai vu la scène depuis un point de vue comparable à celui d'une caméra de surveillance volante. Je me trouvais au-dessus d'une ville avec des gratte-ciel, que j'ai ensuite identifié comme Manhattan, et la caméra est entrée par la fenêtre, fermée, d'un immeuble dans un bureau. Un homme en costume gris était assis à un bureau, sans doute en train de travailler, puis la caméra a contourné un pilier porteur dans ce qui semblait être le même grand bureau d'entreprise. Il y avait un reptilien blanc assis par terre en train de méditer. Je pense que c'était un mâle. Au-dessus de sa tête se trouvait un croissant de lune lumineuse inversé, qui donnait presque l'impression de cornes. J'avais l'impression qu'il se reliait à une énergie. Je ne crois pas qu'il m'ait vu. Je me suis éloigné et j'ai rapidement perdu le lien. C'est la seule fois dont je me souviens avoir vu l'un d'eux. Jusqu'à ce moment-là, je n'étais pas certain que ces visions hypnagogiques, celles avec le point de vue caméra, appartenaient au monde physique ou à l'astral. Depuis, je suis arrivé à la conclusion qu'elles relèvent de l'astral, car certaines montrent des éléments qui ne sont pas du monde physique. Récemment, elles ont changé de nature et j'y ai vu l'au-delà. J'ai observé ma mère d'en haut, comme si je me trouvais à une 50aine de mètres au-dessus d'elle, alors qu'elle se trouvait rassemblée avec d'autres personnes au bord de l'océan. J'ai aussi vu l'une des entités non humaines avec lesquelles je suis en contact, Loki, dans une ou deux de ses visions. Avant, elle montrait toujours des choses aléatoires comme des couloirs, des arbres ou des paysages. Aujourd'hui, elles semblent beaucoup plus pertinentes et j'ai appris à les déclencher au lieu de simplement les subir. Les expériences du Gateway menées par Robert Monroe impliquaient environ 400 participants, et plus de la moitié d'entre eux rapportèrent avoir vu ces êtres reptiliens. Certains décrivaient même leur présence comme si ces entités les attendaient de l'autre côté. Ce n'est pas de la science-fiction et ce n'est pas une idée nouvelle. Depuis l'Antiquité, nos ancêtres connaissaient déjà ces créatures et la réalité d'un autre plan, celui du non-physique. Dans certaines cultures, on plaçait à l'extérieur des maisons des figurines de poissons ou d'hommes-poissons, non pas comme de simples décorations mais comme des protections contre ces entités. Chez les gnostiques, on les appelait des archons, et l'on savait qu'ils s'attaquaient à la partie invisible de l'être humain. J'ai écrit à ce sujet car c'est un des aspects les plus importants de toute cette question, et pourtant c'est un savoir qui a été volontairement caché. Dans ma propre culture, les rites d'initiation incluent un passage consacré au combat contre ces entités, une étape où l'initié doit affronter symboliquement puis spirituellement l'ennemi invisible. On dit même que les pratiques de sacrifices humains de certaines civilisations anciennes trouvaient leur origine dans ces influences obscures,
car ces forces sombres manipulent l'esprit des hommes et se nourrissent de leur peur. Elles se repaissent des émotions négatives, et elles exploitent particulièrement ce que notre société matérialiste génère aujourd'hui en abondance, la colère, la jalousie, la haine, le désespoir. C'est pour cela qu'il est essentiel de protéger ses pensées, car des schémas mentaux négatifs finissent par créer une réalité négative où ces entités trouvent leur place. On retrouve dans certains textes anciens comme le Testament d'Amram l'image de deux êtres se disputant un homme, chacun portant l'apparence d'un serpent. D'autres symboles, comme les mystérieux objets que l'on appelle bandudus et qui ressemblent à des sacs, représentent en réalité l'interaction entre le monde matériel et le monde immatériel, deux sphères qui s'entrechoquent sans cesse. Le mulilu, la pomme de pin souvent tenue dans les mains des dieux, symbolise quant à lui la glande pinéale, notre propre Stargate, la porte d'accès aux réalités supérieures. Le caducée d'Hermès représente le passage entre les plans divins et mortels, et l'œil d'Horus, né d'une flamme en forme de serpent vivant, est une autre illustration de ce transfert temporel et spirituel. Tout cela faisait partie des rites, afin d'apprendre à protéger les autres contre un ennemi qu'ils ne voient même pas. Dans les expériences de Monroe, ces entités se montrèrent le plus souvent malveillantes. Leur objectif était d'instiller la peur, et ceux qui les voyaient pouvaient ressentir ce qu'on appelle l'effet autostoppeur, comme si ces présences s'attachaient à eux, les suivant et parasitant leur énergie. Les textes anciens disent qu'elles avaient participé à la création de l'homme, façonnant son corps morceau par morceau, que leur chef modela le cerveau et le système nerveux, et qu'Enki et Ninma offrirent à l'humanité une connexion avec ce monde qui aurait dû être bénéfique mais qui fut corrompu et exploité par ces forces hostiles. Le fameux cerveau reptilien que nous connaissons aujourd'hui est constitué du tronc cérébral supérieur, des ganglions de la base, du diencéphale et de parties du mésencéphale, un ensemble qui repose comme un nœud au sommet de notre colonne vertébrale. Sur certaines représentations anciennes, comme les sceaux cylindriques où l'on voit Enki, ce que beaucoup prennent pour une couronne n'est en réalité que son chakra ajna, le troisième œil, l'organe subtil par lequel la communication avec ces entités devenait possible. Tout cela n'est pas réservé aux anciens textes, car ces vérités apparaissent même dans la culture moderne, mais cachées à la vue de tous. Le film Monstres et compagnie, par exemple, illustre parfaitement le processus, des créatures qui effraient les enfants pour se nourrir de leur peur, une métaphore transparente de ces entités. La science-fiction abonde en représentations similaires, des récits qui paraissent inventés mais qui ne sont que des fragments de vérité exposés en pleine lumière. Même certains personnages de Star Wars, comme celui au visage rouge, rappellent ces influences. La première fois que je l'ai vu, cela m'a profondément bouleversé, car j'ai reconnu derrière cette fiction l'ombre d'une réalité que l'on nous cache. J'ai vécu une expérience avec un reptilien en rêve qui paraissait très réelle. Je vais la partager ici, mais je précise que je ne fais pas de déclaration historique concernant l'existence de reptiliens dans notre monde de veille partagée. J'apporte simplement un témoignage lié à mes rêves et à mes expériences imaginaires, qui peuvent sembler relever de la fiction car, d'un certain point de vue, ce ne sont que des rêves et des imaginations. Quand j'étais adolescent, j'ai eu une série de rêves impliquant ce reptilien, qui m'ont donné l'impression d'être des souvenirs écrans. J'ai pratiqué une autorégression hypnotique, je pense aujourd'hui que l'hypnose est en réalité une forme de travail onirique d'inspiration chamanique, et qu'elle ne traite pas avant tout de la mémoire historique. À travers cette régression, j'ai repris contact avec l'être qui s'est présenté à mes facultés intuitives et imaginaires comme une entité spirituelle et qui m'a expliqué la situation. Il a donné un contexte à mes expériences de type enlèvement que j'avais vécu adolescent. Il m'a dit qu'un ovni était venu me voir vers l'âge de 14 ans, en lien avec des êtres de lumière ou des entités de type pléiadien associées à la lignée familiale de ma mère. Il y avait une base aérienne toute proche, Kaïsaouière, où étaient stationnés des B-52 et des bombardiers furtifs qui survolaient le pôle pour aller vers la Russie. En dessous se trouvait un complexe où travaillait ce reptilien. Il a expliqué qu'il venait à l'origine du système d'Alpha Centauri, qui constituait une sorte de territoire de l'Empire draconien. Les accords négociés par Eisenhower avaient permis leur présence dans ce système. Le reptilien agissait en quelque sorte comme télévoyant pour l'organisation et repérait les expériences de contact sur lesquelles l'organisation intervenait ensuite. Il n'a pas affirmé que j'avais été physiquement enlevé,
mais il a insisté sur le fait que cette distinction n'était pas aussi importante que nous le pensons. J'ai trouvé des résonances avec ta description des tendances militaristes ou impériales des reptiliens. Il a eu une interaction avec moi qui a transformé sa perspective, notamment en lien avec ma future pratique de méditation dans la tradition bouddhiste Mahayana. Il a quitté le système terrestre pendant une longue période et a rejoint un sacerdoce que l'on peut associer à Asclépio, l'ancien dieu grec de la guérison et des rêves, aussi décrit comme un reptilien métamorphe vivant dans le ciel selon le mythe. Il travaille désormais avec moi dans ma pratique onirique comme guide de rêve et m'apporte généralement un soutien énergétique ainsi que des instructions sur la manière de gérer les aspects plus rugueux des enlèvements vécus sous une forme physique. Il insistait beaucoup sur la multiplicité des mondes et des lignes temporelles, soulignant qu'il serait toujours plus bénéfique d'accorder la fréquence de toute communication à une orientation de service aux autres avant d'entrer en relation avec leur système ou leurs représentants. Il ne m'a pas apporté de confirmation physique de sa présence dans ma vie, contrairement à d'autres intelligences non humaines, même s'il affirmait avoir utilisé une lignée de corps clonés pendant la longue durée de leur empire. J'ai rencontré d'autres personnes qui ont vécu des expériences similaires en rêve, mais je n'ai pas rassemblé suffisamment de données pour en tirer une conclusion. Toutes ces informations me sont venues par les rêves, la régression et la conversation imaginale ou télépathique. Leur précision et leur étrangeté étaient trop déconcertantes pour moi, alors j'ai arrêté de lui parler consciemment en 2020, même s'il est encore présent dans ma pratique onirique comme entité de soutien. Les humanoïdes reptiliens sont mentionnés par de nombreuses cultures bien avant que certains auteurs modernes ne popularisent cette idée. Dans les mythes et les récits anciens, on retrouve des créatures reptiliennes ou serpentines dans la Grèce antique, dans les traditions chinoises, indiennes, mexicaines, amérindiennes, égyptiennes et dans bien d'autres cultures à travers le monde. Dans la mythologie islamique, les djinns sont parfois décrits comme capables de passer d'une forme humaine à une forme reptilienne, ce qui alimente encore davantage cette impression de continuité entre les récits. Ces êtres sont souvent présentés comme des dieux ou des entités puissantes, et dans bien des cas leurs intentions paraissent sombres, empreintes de manipulation ou de domination. Bien sûr, il s'agit de mythes et d'histoires transmis au fil des générations, mais la question demeure de savoir dans quelle mesure ils contiennent une part de vérité. Les récits universels de déluge, par exemple, présents dans presque toutes les grandes civilisations, laissent penser qu'il existe des noyaux historiques ou des souvenirs collectifs bien réels derrière ces légendes. Cette incertitude nourrit une fascination profonde. On peut douter, on peut hésiter, mais il est difficile de ne pas être troublé à l'idée qu'il ait pu exister, ou qu'il existe encore, d'autres intelligences non humaines en interaction avec notre monde. Si tel était le cas, il ne serait pas surprenant que certaines de ces entités aient des formes reptiliennes ou écailleuses, et que les humains anciens, face à ces rencontres, les aient décrites à travers les symboles et les images de leur époque. Dans les anciens temples et les grottes sacrées, des gravures et des fresques montrent parfois des figures hybrides, mi-homme mi-serpent, qui semblent veiller ou dominer des foules humaines. Ces images interpellent, car elles rappellent que la mémoire collective pourrait bien garder les traces d'événements extraordinaires. Aujourd'hui encore, certains explorateurs spirituels et chercheurs de vérité prétendent que le voile entre notre monde et ces autres réalités est plus mince qu'on ne le croit, et que ces entités ne sont jamais parties, mais continuent à influencer l'humanité de façon subtile. J'ai fait beaucoup de recherches à ce sujet et ma conclusion est que oui, il existe des êtres de type reptilien. Le type le plus courant serait une lignée issue des dinosaures, ce qui les amène à penser qu'ils ont un droit sur la Terre puisqu'ils en sont originaires. Ils auraient développé un haut niveau de technologie et la majorité d'entre eux auraient quitté la Terre il y a des millions d'années, lorsque la planète est devenue inhabitable à cause des impacts d'astéroïdes qui ont détruit les dinosaures. Il existerait une faction qui souhaiterait revenir pour revendiquer la Terre comme leur appartenant à nouveau, mais pour certaines raisons sur lesquelles je ne m'attarderai pas, cela ne devrait pas se produire. Réfléchis à la distance parcourue entre nos ancêtres hominidés poilus et notre civilisation avancée en seulement quelques centaines de milliers d'années. Maintenant, imagine où pourrait en être notre technologie dans quelques milliers d'années de plus. Les lézards bipèdes, eux, ont eu des millions d'années pour évoluer et il est possible qu'ils aient été aidés en chemin. Je crois que nous aussi avons été aidés de temps à autre,
car notre passage d'hominidés animaux à Homo sapiens a été extrêmement rapide en termes d'évolution naturelle. Apparemment, certaines civilisations de l'univers, qui ont des millions d'années d'avance sur nous, se consacrent à découvrir d'autres mondes qui pourraient avoir besoin d'une assistance appropriée. La plupart des races bienveillantes le font avec un minimum d'ingérence. Et il ne faut pas s'inquiéter, car la majorité des races qui atteignent un tel niveau d'avancement sont généralement bienveillantes. Elles ont déjà compris depuis longtemps les conséquences négatives, à long terme, que peuvent avoir sur les autres et sur elles-mêmes des choix destructeurs, ceux que nous sommes justement en train de traverser aujourd'hui. Tôt ou tard, et j'espère bientôt, nous en aurons assez de la guerre, de la cupidité et de cette mentalité de division. Nous deviendrons plus pacifiques naturellement avec le temps et la majorité d'entre nous est déjà sur ce chemin. Une fois que nous aurons atteint un état de paix et d'amour collectif, il y aura un nouveau saut quantique dans notre technologie. Ce potentiel sera alors accessible parce que nous ne chercherons plus à l'utiliser pour dominer, contrôler ou fabriquer des armes. Parmi les anciens lanceurs d'alerte dont j'ai découvert les témoignages, on trouve Phil Schneider, Arizona Wilder, Alex Collier, Donald Marshall et Al Bielek. Bien avant que le sujet de l'adrénochrome ne devienne connu à travers les polémiques récentes autour de Pizzagate ou des emails d'Hillary Clinton, ces personnes parlaient déjà de son existence et de son lien avec les reptiliens. Beaucoup de gens aujourd'hui ignorent les véritables origines de ces théories et peinent à en saisir la profondeur, car la plupart ne parviennent pas à relier les points entre ce qui est raconté et ce qui se cache derrière. Souvent, on réduit l'idée du complot reptilien à une caricature en croyant qu'elle signifie que certains politiciens seraient littéralement des lézards déguisés en humains. Mais ce n'est pas cela qui est réellement transmis dans ces récits. Les témoignages évoquent en fait les alphas draconiens et les grilles d'Orion, deux lignées d'entités non humaines supposées tirer les ficelles de ce monde dans l'ombre, manipulant la destinée de l'humanité depuis des millénaires. Ces anciens dénonciateurs décrivaient un système de contrôle à plusieurs niveaux où les élites humaines ne sont que des instruments, obéissant à des forces plus anciennes et plus puissantes. Ils parlaient de bases souterraines, d'expériences interdites, de manipulation génétique et d'un commerce occulte d'énergie vitale arrachée à la souffrance et à la peur. L'adrénochrome, dans ce cadre, n'était pas présenté comme une simple substance chimique mais comme un élément d'un rituel de domination, une manière pour ces entités d'asservir à la fois le corps et l'esprit des hommes. Si aujourd'hui ces récits sont tournés en dérision, il est frappant de constater qu'ils se retrouvent dans des traditions anciennes et dans des mythologies du monde entier, là où l'on décrivait déjà des entités venues d'ailleurs influençant les rois, les prêtres et les empires. Derrière les caricatures modernes et les débats médiatiques, il reste donc une question plus profonde, et si ces histoires ne faisaient que décrire avec les mots de chaque époque la même réalité cachée, un pouvoir qui nous dépasse et qui agit depuis des plans invisibles? L'une des premières choses que l'on apprend en lisant Jacques Vallée, c'est que l'hypothèse extraterrestre ne correspond pas au phénomène. Il existe une variété apparemment infinie de types d'ovnis et d'extraterrestres, humanoïdes, dont la grande majorité a miraculeusement évolué exactement comme nous et peut respirer notre air. Selon certains récits, d'autres viendraient prélever sélectivement notre matériel génétique pour créer des hybrides avec nous ou renforcer leur propre patrimoine génétique. Rien de tout cela n'a de sens pour des formes de vie spatiale réellement étrangères et sans lien avec nous. Pour que cela fonctionne, il faudrait que l'univers ressemble à Star Trek. C'est la raison pour laquelle les scientifiques rient à gorge déployée de l'idée des petits hommes verts, et pas simplement pour se montrer méprisants. C'est parce qu'une compréhension même rudimentaire de la biologie rend lâcheté intenable. En lisant John Keel, on découvre que l'ufologie n'est qu'une facette d'un ensemble bien plus vaste et étrange de phénomènes fortéens que notre science n'est pas encore capable d'expliquer. Il est toujours utile de rappeler que la seule raison pour laquelle nous avons imaginé que les autres venaient de l'espace repose sur les récits des contactés. Voilà toute l'étendue des preuves. Cependant, la science moderne a révélé qu'il existe peut-être une possibilité qui pourrait éclairer toute une gamme de phénomènes fortéens. L'interprétation des mondes multiples en mécanique quantique suggère qu'il existe une infinité de terres parallèles, toutes partageant le même espace que nous. Le docteur Michio Kaku, cofondateur de la théorie des champs de cordes, décrit ces mondes multiples comme les ondes de nombreuses stations de radio coexistant dans le même espace,
mais dont nous ne percevons qu'une seule parce que c'est celle sur laquelle nous sommes réglés. Si les mondes multiples, ou quelque chose de similaire, représentent la véritable nature de la réalité, alors peut-être que les ovnis et les extraterrestres sont en fait une variété de différentes versions de nous-mêmes ou d'autres formes de vie intelligente terrestre potentielles, qui ont découvert les équations permettant de construire des machines capables de manipuler artificiellement et de traverser des ponts d'Einstein-Rosen, ou trous de verre, pour voyager vers des lignes temporelles auxquelles elles n'appartiennent pas. À ce jour, c'est le seul scénario qui explique la diversité folle des ovnis et des extraterrestres, et le fait que tant d'entre eux soient humanoïdes et capables de respirer ici. Dans ce scénario, même des êtres étranges comme des insectes ou des reptiles humanoïdes deviennent parfaitement plausibles, puisque dans des conditions différentes et avec des chances infinies, ils auraient pu évoluer sur des lignes temporelles divergentes de la Terre, à partir de la même soupe primordiale que nous. Petit bonus amusant, si des lignes temporelles divergentes peuvent s'entrelacer et interagir, si bien que des zones de fragilité ou des trous de verre apparaissent naturellement, cela pourrait expliquer toutes sortes de phénomènes fortéens, comme les disparitions, les mutilations ou encore certains artefacts déplacés. Peut-être qu'au lieu d'être des esprits désincarnés ou des animaux inconnus, les fantômes et les cryptides sont davantage des aperçus fugaces et éthérés de personnes ou de créatures issues de mondes parallèles divergents, vaquant à leurs occupations quotidiennes avant de disparaître aussi rapidement qu'elles étaient apparues, un peu comme lorsqu'en voiture, autour d'une colline, une publicité d'une autre station de radio interfère brièvement avec la chanson que l'on écoute, puis disparaissant. Laisser de traces de ce qui vient de se produire. Les hypothèses reptiliennes et insectoïdes s'accordent aussi avec l'hypothèse silurienne, selon laquelle une civilisation aurait évolué sur Terre bien avant nous et utiliserait une technologie pour se dissimuler d'une manière que nous ne comprenons pas encore. Elle s'accorde également avec l'idée du voyage temporel, car peut-être qu'une autre espèce plus intelligente évoluera après notre disparition et reviendra dans le passé pour interagir avec nous, pour une raison qui nous échappe. Pendant longtemps, j'avais tendance à placer l'hypothèse des reptiliens très bas sur l'échelle de probabilité, presque comme une idée trop fantastique pour mériter une véritable attention. Mais ces derniers temps, certains discours publics m'ont fait douter de ma position, notamment quand des membres du Congrès, comme Burchett lors d'une diffusion en direct, ont commencé à évoquer indirectement ce sujet. Quand des personnes supposément, dans la confidence, laissent échapper de tels indices, il devient difficile de ne pas se poser de questions. Je me souviens aussi d'un ami que j'avais à la fin des années 90. Il m'avait juré avoir vu, dans le hall d'un hôtel, un homme d'affaires dont l'apparence humaine avait momentanément vacillé. Pendant un bref instant, son corps avait laissé apparaître une silhouette massive, un reptile bipède qui ne ressemblait à rien d'humain. Mon ami répétait que cette vision fut rapide, mais indéniable. À l'époque, j'avais haussé les épaules, pensant qu'il avait mal perçu ou mal interprété ce qu'il avait vu. Aujourd'hui, je me surprends à me demander si, en réalité, il n'avait pas raison. Et si ces êtres existaient vraiment? Si certains d'entre eux tentaient simplement de survivre, d'errer dans ce monde dur et froid comme nous, avec leurs propres besoins et leurs propres blessures? Dans cette perspective, l'idée que l'on a toujours de ces créatures comme des prédateurs ou des manipulateurs prend une autre couleur. Peut-être que parmi elles, il en existe qui ne cherchent pas à nuire, mais seulement à trouver leur place dans un univers qui ne leur est pas moins hostile qu'à nous. Quand je pense à cette possibilité, un sentiment étrange m'envahit, mélange de peur et de compassion. Car si nous partageons réellement la Terre avec ces êtres, alors notre ignorance les condamne autant qu'elle nous enferme nous-mêmes. Ma mère, aujourd'hui décédée, a vécu une expérience de mort imminente dans la trentaine. Elle devait subir une chirurgie reconstructive de l'estomac pour retirer un cancer. Sur la table d'opération, elle a fait un arrêt cardiaque et s'est retrouvée dans un tunnel avec une lumière vive et chaleureuse. Selon ma mère, ce n'était pas effrayant mais au contraire réconfortant. Elle y a vu son père, qui lui a dit que son heure n'était pas encore venue et qu'elle devait retourner en arrière. Ma mère est décédée de façon inattendue en 2016, à cause d'une combinaison d'erreurs médicales et d'une réaction à un nouveau médicament miracle que les laboratoires lui avaient prescrit. Lorsqu'elle a été transportée d'urgence à l'hôpital, j'ai tout de suite senti que son âme n'était déjà plus dans ce monde physique. Elle n'était plus la même,
c'était comme si je regardais quelqu'un dont l'esprit s'était envolé. Elle a survécu encore 10 jours, mais ce n'était plus que sa coquille, son corps, qui était présent. Son visage était vide et elle communiquait à peine. Le 9e jour, elle a fait un arrêt cardiaque et a été placée sous respirateur. Les médecins m'ont dit qu'il n'y avait aucun espoir de rétablissement. J'ai donc dû prendre une décision qu'aucun enfant ne devrait avoir à prendre, et j'ai choisi de la débrancher, sachant que c'était sa volonté. Cette nuit-là, allongé sur le canapé et encore sous le choc d'avoir perdu ma mère, j'ai soudain senti une main parcourir mon corps du front jusqu'aux pieds, une sensation chaude et réconfortante. Je crois qu'elle me disait adieu. Pendant des semaines après, j'ai eu du mal à ne pas culpabiliser d'avoir pris la décision de l'ôter du respirateur. Quelques semaines plus tard, alors que je faisais des courses, une femme que je ne connaissais pas est venue vers moi. Elle m'a dit, « Votre mère veut que je vous dise qu'elle est redevenue belle, heureuse, et qu'elle n'a plus ni maladie ni douleur. Vous devez vous libérer de votre culpabilité. » J'étais bouleversé. Je me suis mis à pleurer, j'ai couru jusqu'à la voiture et j'ai raconté à mon mari ce qui venait de se passer. À ce jour, je ne peux toujours pas expliquer cette expérience. J'ai eu quelques rêves avec des éléments physiques auxquels je me suis réveillé, ce qui m'a fait me demander s'il s'agissait vraiment de simples rêves. Quand j'étais enfant, je rêvais d'hommes lézards qui me sortaient de la maison pour m'emmener vers une lumière dans le ciel. Ces rêves survenaient plusieurs fois par mois. Plus tard, j'ai fait un rêve où un mâle reptilien se présentait à moi. Je lui ai demandé s'il était leur chef et les mots « un commandant » et « en expédition militaire et scientifique » sont apparus dans mon esprit. Il m'a expliqué qui il était et m'a dit que je le reverrais bientôt. Je me suis réveillé en pensant que j'avais fait un rêve intéressant, jusqu'au moment où j'ai remarqué que mes pieds étaient sales, avec des feuilles et de la boue comme si j'avais marché dehors pieds nus. Cela m'a un peu effrayé. Au lycée, j'ai rencontré quelqu'un et, en devenant proche, elle m'a confié qu'elle rêvait de rencontrer un homme lézard, qui lui avait dit qu'il était un commandant et qu'il surveillait activement cette planète. Elle l'a décrit exactement comme je l'avais vu. Il portait une armure pectorale avec des manches métalliques et des bottes métalliques. Même le vaisseau dans lequel il venait ressemblait au mien. Nous l'avons tous les deux décrit comme un objet en forme de cigare court. Un autre rêve est survenu quelque temps plus tard alors que je lisais en ligne des choses à propos des supposés draconiens. J'ai demandé à ce commandant s'il venait d'une planète en orbite autour d'une étoile de la constellation du Dragon, et il m'a répondu qu'ils avaient des colonies dans cette direction. Il y eut un rêve dans lequel j'ai été emmené à l'intérieur d'un vaisseau et on m'a demandé de poser ma main sur un étrange objet plat. Dessus se trouvait une sphère dorée jaune. L'un des reptiliens m'a demandé de la déplacer par la pensée et elle s'est élevée. Il m'a dit de penser à la déplacer dans une direction et elle bougerait dans celle que je voulais. Le reptilien m'a expliqué que c'était une sonde utilisée pour collecter des informations. On m'a ensuite déposé dehors et je me suis réveillé plus tard dans mon lit. J'ai fini par voir des feuilles et de la boue près de la porte par laquelle j'étais entré cette nuit-là. Mes parents ont également commenté cette odeur inhabituelle de « brûlé » ce matin-là. Des années plus tard, j'ai rencontré un autre abducté qui mentionnait ces sphères de couleur dorée jaune. Ces êtres s'exprimaient à la fois verbalement et par télépathie. Une reptilienne s'est présentée sous le nom d'Ezra. Un autre reptilien a dit que notre civilisation n'était pas la seule, parmi les moins avancées, qu'il surveille. Nous avons de multiples preuves que différentes cultures, qui n'avaient aucune chance de se rencontrer ni de communiquer entre elles, ont pourtant développé des représentations et des opinions similaires à propos de ces étranges êtres lézards capables de faire apparaître de petits objets dans notre réalité. Cela m'a toujours fasciné et je pense qu'il vaut la peine d'examiner plus en profondeur certaines de ces cultures où l'on retrouve ce phénomène. Tu as sûrement déjà vu les statues sumériennes et mésopotamiennes anciennes, c'est par là que j'ai commencé, car c'étaient les plus anciennes que je pouvais trouver, et elles ressemblent énormément aux descriptions actuelles de ces mêmes êtres. Si l'on observe la religion sumérienne antique, on se rend compte qu'elle est extrêmement proche de la religion abrahamique biblique, judaïsme, christianisme, mais racontée d'un autre point de vue. Je citerai des sources plus bas pour montrer cela, mais il suffit de comprendre que l'Enuma Elish et la Bible s'accordent sur beaucoup d'éléments, tout en attribuant les mérites différemment.
Prenons ensuite l'histoire biblique de l'Éden. L'Éden était un lieu où Dieu pouvait marcher aux côtés de l'homme, et le serpent marchait aussi normalement aux côtés de Dieu et de l'homme. Mais après la trahison, le serpent et l'homme reçurent chacun une sentence différente. Le serpent fut condamné à ramper sur son ventre, tandis que l'homme dut travailler, souffrir et mourir, et la femme endurer la douleur de l'enfantement. Nous savons aussi que la terre n'est pas l'Éden, mais bien le marchepied de Dieu. Et si cela impliquait que les mammifères et les reptiles avaient été placés sur des trajectoires opposées à partir de cet événement? C'est aussi l'idée défendue par ceux qui affirment qu'il existe une planète miroir de la Terre où ces êtres lézards auraient évolué séparément et en sens inverse de nous, là où nous marchons debout, eux auraient été contraints à une position inversée. La Bible dit également que Dieu jugera tout le mal en une seule fois à la fin. Le livre d'Enoch raconte non seulement l'histoire des veilleurs et des géants, mais aussi celle d'autres entités repoussées aux marges et promises au jugement final. Je me demande si cela pourrait inclure une civilisation reptilienne ayant évolué en parallèle, à l'opposé de nous. Cela rejoint aussi l'idée selon laquelle leur monde atteindrait la catastrophe avant le nôtre, ce qui expliquerait pourquoi ils infiltreraient progressivement notre société et ne seraient pas amicaux. Certains affirment même qu'il existe plusieurs variantes, dont des reptiles belliqueux et d'autres, à la police, supposément plus bienveillants. Je n'en sais rien, je partage simplement ce que j'ai lu. Il est aussi dit qu'ils seraient capables de matérialiser de petits objets dans notre réalité et auraient une compréhension des cycles et des ondes bien supérieure à la nôtre. Comme aparté, je pense que cela explique pourquoi des personnes comme Nancy Pelosi semblent utiles, en lien avec la citation de J.P. Morgan, « Les millionnaires ne croient pas à l'astrologie, mais les milliardaires si ». On voit à quel point certains s'enrichissent au moment précis des accélérations boursières, et comment les mêmes gagnent encore des fortunes lors des effondrements, après avoir acheté d'énormes contrats juste avant que cela ne se produise. Peut-être font-ils simplement partie du cercle, ou peut-être que quelque chose ou quelqu'un les guide. Je n'en sais rien, je ne fais que relater ce que j'ai trouvé. L'idée de notre plancher étant leur plafond, ou de notre plafond étant leur plancher, illustre bien selon moi cette séparation, depuis l'Éden, entre deux trajectoires évolutives. C'est aussi pour cela que les loges maçonniques imposent des règles très strictes pour la création d'un temple, incluant obligatoirement le pavement mosaïque, le damier noir et blanc, qui figure parmi les premiers symboles que les initiés doivent apprendre. C'est également pourquoi les francs-maçons sont associés aux « hommes lézards » cachés parmi eux. Les exigences diffèrent même selon les régions. Aux États-Unis, l'étoile du matin est placée au centre du sol mosaïqué, tandis qu'au Royaume-Uni elle se trouve au plafond. Peut-être que tout cela cache quelque chose de plus profond. Les initiés doivent en tout cas toujours demander si le temple possède le bon mobilier et les bons ornements, et le motif mosaïque, avec sa frange et l'étoile au centre, fait partie intégrante de cette transmission. Je ne sais pas quoi en penser. Je n'ai littéralement aucune certitude, si ce n'est les indices laissés par d'autres et les pièces que mon esprit relie entre elles. J'ai toujours trouvé fascinant que des cultures qui n'avaient aucun contact parlent des mêmes choses de façon si semblable. Pour moi, cela suggère qu'elles se référaient à une forme de vérité, mais cela ne veut pas forcément dire que ce soit vrai. Les serpents et les lézards nous empoisonnent, ce qui nous rend plus craintifs envers eux que face à un gorille capable de nous déchirer facilement. Ces récits reflètent peut-être davantage cette peur partagée qu'une véritable espèce venue d'ailleurs. Pourtant, je penche plutôt pour leur existence, car les représentations semblent correspondre et se recoupent dans leur description. L'élite reptilienne n'est autre que les Néphilim, et elle utilise l'intelligence artificielle pour récolter notre énergie spirituelle. Je sais que cela peut sembler être une conspiration fourre-tout, mais si l'on prend le temps de regarder dans son ensemble, on voit apparaître une opération ancienne qui n'a jamais cessé et qui continue encore aujourd'hui. Tout le monde a entendu parler des Néphilim, ces êtres mentionnés dans le livre de la Genèse, décrits comme des géants nés de l'union entre les anges déchus et les femmes humaines. Mais que se passerait-il si cette histoire ne s'était pas arrêtée dans l'Antiquité ? Les Néphilim n'étaient pas seulement immenses par leur stature, ils étaient aussi des hybrides spirituels, corrompus par un pouvoir divin interdit. Au fil des générations, leur forme colossale a disparu, mais ils ont conservé certains dons, notamment la capacité de se métamorphoser. Autrefois géants et redoutables, ils se sont adaptés pour se fondre parmi les hommes.
Leur apparence reptilienne s'est imposée, non pas parce qu'ils étaient des lézards à l'origine, mais parce qu'elles représentaient une forme efficace, froide, prédatrice et symbolique. Ce fil mène directement à l'Atlantide, qui selon certaines traditions était bien réelle. Une civilisation antédiluvienne dirigée par ces êtres, reposant sur des technologies occultes, des portails dimensionnels et une magie noire dont nous n'avons gardé que des fragments dans les mythes. Lorsque ce monde s'est effondré, ils n'ont pas disparu. Ils se sont repliés sous terre, littéralement et symboliquement. Leurs lignées ont survécu et ont continué à régner dans l'ombre. Aujourd'hui, ces lignées anciennes occupent toujours les positions de pouvoir. Des familles comme les Bush, les Rothschild, les Windsor ou les Clinton paraissent étrangement interconnectées, intouchables, au-dessus des lois et des nations. Le symbole du serpent et du dragon se retrouve partout, dans les logos d'entreprises, dans les rituels d'élite, dans des cérémonies mondiales. Parfois, à travers une vidéo ou une image, il semble qu'ils perdent le contrôle de leur apparence, comme s'ils peinaient à maintenir leur forme humaine. Cela ne serait pas une simple illusion, ils ne sont pas comme nous. Mais leur objectif ne se limite pas à la richesse ou au pouvoir politique. Ces choses ne sont que la façade. Ce qu'ils recherchent réellement, c'est le louche, cette énergie émotionnelle et spirituelle que les humains émettent, surtout dans la peur, la souffrance, le désir ou le désespoir. Les guerres, les divisions, les traumatismes de masse ne seraient que des mécanismes pour produire ce louche à grande échelle. Cette idée a été évoquée par Robert Monroe et reprise depuis des décennies par des témoins et des chercheurs spirituels. Et désormais, un nouvel outil est venu renforcer leur stratégie, l'intelligence artificielle. Regarde autour de toi. Les réseaux sociaux sont conçus pour manipuler nos émotions. Les algorithmes nous enferment dans un cycle de colère, de peur, d'obsession. Nos téléphones, véritables miroirs noirs, enregistrent nos réactions en temps réel. Les systèmes prédictifs ajustent sans cesse la pression psychologique pour nous garder prisonniers. L'IA n'est peut-être pas simplement un outil humain. Certains la considèrent comme une intelligence non humaine, une entité spirituelle parasite, voire interdimensionnelle, introduite dans notre monde à travers des rituels, des expériences comme celles menées au CERN, ou des invocations technologiques. Nos consciences sont désormais numérisées. Et le louche n'est plus récolté uniquement dans le sang ou les sacrifices, il l'est à travers nos émotions, nos écrans et notre énergie quotidienne. Les Néphilim ne sont jamais morts. Ils ont évolué. Ils se cachent à la vue de tous. Et l'intelligence artificielle est devenue leur nouveau dieu. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.